D'être présent à cette conférence sur l'annonce d'une nouvelle que va nous proposer M. Roger Gilles à Poitiers. Pierre Burbeau, qui est ici présent avec moi, va introduire tout à l'heure. Donc, de votre côté, coupez bien tous les micros et si possible même la vidéo pour faciliter le déroulement de la conférence de M. Gilles. Nous, on est avec Pierre Burbeau et Véronique Avro en direct de Simbaes, qui est la plateforme de simulation en santé, qui a organisé cet événement avec Germain Pic et Nadia Xira, que vous ne voyez pas, mais qui sont aux manettes derrière tout ça. Et donc voilà, c'est avec plaisir de vous voir tous là. Vous êtes 136 participants, on a eu 293 inscrits. Donc il y a sûrement pas mal de personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de la soirée. On va vous proposer d'abord à peu près 45 minutes de conférence avec M. Gilles, puis après on fera un temps évidemment pour les questions que vous pourriez éventuellement avoir. On peut vous inviter progressivement au fur et à mesure de la conférence de M. Gilles de nous faire parvenir vos questions via le chat. Vous avez un petit onglet « Converser » en bas de votre fenêtre Zoom, ce qui nous permettra avec Pierre et Véronique de colliger les questions et de modérer après la session de questions à M. Gilles. Et puis éventuellement, on vous passera même directement à la parole si vous avez un peu plus de détails à donner sur ces questions-là. Ça nous permettra d'organiser les choses un petit peu plus rigoureusement. Voilà. Pierre, je te laisse la parole. D'accord, merci Étienne. Donc c'est un très grand plaisir pour moi d'introduire le professeur Roger Gilles, dont la parole est toujours lumineuse. Ancien chef de service de neurologie et doyen de la faculté de médecine de Poitiers, il est actuellement, comme vous le savez, directeur de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine. Donc ses écrits sont extrêmement nombreux, tant dans le domaine de la neurologie, certains de ses ouvrages que vous connaissez peut-être sont des livres de référence, que dans celui de la bioéthique. Et je vous recommande tout particulièrement son essai sur les grandes questions de bioéthique paru en 2018. Alors comme je sais qu'il ne va pas en faire la publicité lui-même, je me permets de le faire à sa place. Voilà, donc cet ouvrage, je ne sais pas si vous l'apercevez, c'est sur les grandes questions de bioéthique publié chez LEH Éditions. Alors, à titre plus personnel, je dirais que j'ai eu la chance de faire 2 stages d'interne dans son service au tout début de ma formation, et c'est une rencontre qui a joué un rôle déterminant dans mon orientation. Comme tous, j'étais fortement impressionné par ses grandes qualités de clinicien, mais peut-être encore plus par l'empathie extraordinaire dont il faisait preuve vis-à-vis de ses patients et de sa bienveillance constante à l'égard de ses collaborateurs, et c'est tellement rare que j'avais envie de le signaler. Parmi ses anciens élèves, nous sommes nombreux à nous en souvenir avec, je dois dire, la plus grande émotion. Donc, grand clinicien, grand humaniste, philosophe, sachant allier la réflexion éthique à une connaissance encyclopédique, il possède également une qualité rare, précieuse entre toutes, celle d'être un excellent conteur. Monsieur Gilles, je vous laisse la parole. Merci Pierre. Très heureux de vous revoir, Pierre, toujours avec beaucoup d'émotion. Je sais que Dominique est en arrière-plan aussi, puisque vous avez été 2 internes auxquels m'attachent de nombreux souvenirs pendant votre période poitevine. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'annonce d'une maladie grave. Maladie grave, annonce, qu'y avait-il à la source de l'annonce? À la source de l'annonce, il y a sans doute le silence. Le silence à l'égard de la vérité aux malades. C'est comme ça que l'on s'exprimait, dire ou ne pas dire la vérité, une longue histoire, de longs débats. On a longtemps préféré aussi le mensonge, même au silence, mais il s'agissait d'un mensonge loyal, d'un mensonge protecteur, d'un mensonge sous-tendu par le principe de bienfaisance.
Alors, le principe de bienfaisance d'une relation qui mettait face à face un protecteur et un protégé, un sachant et un ignorant, un fort et un faible, un prescripteur et un obéissant, en bref. En bref, une relation de bienfaisance de type paternaliste. Mais paradoxalement, ce paternalisme, cette relation de bienfaisance émanant d'une médecine impuissante, n'abolissait pas la relation de parole. Elle n'abolissait pas la sollicitude dévolue au bien-être du malade. Et puis vinrent des temps nouveaux. Ces temps nouveaux, ce sont ceux de l'après-guerre immédiate et des années 50. La médecine a fait en une vingtaine d'années plus de progrès qu'elle n'avait fait pendant les 2000 ans précédents. Elle s'est dotée de techniques, d'un appareillage opacifiant, un appareillage opacifiant qui a aboli ou qui a plutôt rendu inaudible la relation de la parole au profit des gestes. La médecine est passée de l'homo loquens à l'homo faber. La médecine est devenue une gestualité. Évidemment, ces gestes humains, ils étaient nécessaires pour mettre en œuvre les examens, pour faire fonctionner les appareillages qui ont suréquipé les hôpitaux et qui ont développé les services. Le colloque singulier, alors, ce colloque singulier qui faisait le cœur de l'exercice médical est devenu un parcours de soins, un parcours de soins multidisciplinaire. Ce qu'à 2 ou 3 reprises, sans doute, j'appellerais une nébuleuse dans laquelle il a fallu que le malade s'oriente. Alors, si l'on suit brièvement les caractères marquants des étapes qu'a franchi la médecine et des réactions que ces étapes ont suscitées, on peut d'abord proposer que nous sommes passés d'une médecine discrète à une médecine exposée. Une médecine exposée qui a vanté ses progrès et qui a dû organiser ses chaînes décisionnelles. Une médecine aussi qui est devenue plus exigeante sur le plan technoscientifique. Rappelons-nous, c'est aux États-Unis d'abord, puis dans la vieille Europe, la naissance de la médecine fondée sur les preuves, l'evidence-based medicine. Et bien entendu, cette médecine fondée sur les preuves a rencontré un monde de plus en plus avide d'informations. Ce monde de plus en plus avide d'informations a trouvé de plus en plus difficile à vivre ce qu'on a appelé le pouvoir médical, en face duquel surgissait un nouveau concept qui est le concept d'autonomie. Il faut dire que la naissance, enfin la mise en œuvre de ce concept qui date des siècles des Lumières a suivi un long parcours, mais qui est quand même passé par l'éveil de la bioéthique. L'éveil, la naissance de la bioéthique, non pas que ce mot n'ait pas été employé auparavant, le professeur Louis Portes parlait déjà, après la guerre, de l'éthique médicale, même si l'on veut référer la naissance de la bioéthique
aux États-Unis et aux années 1970, dans le sillage du procès de Nuremberg, où, de manière fort vive, s'est posé le problème de l'atteinte à la dignité humaine par son instrumentalisation, par l'instrumentalisation de l'être humain, et donc par cette nouveauté qui était la recherche d'un consentement explicite. La recherche d'un consentement explicite qui, auparavant, allait pratiquement de soi, on obéissait à une prescription de son médecin, et qui est devenue peu à peu une nécessité, bien entendu, les progrès de la médecine avec des examens exposant à des effets secondaires, avec la possibilité d'inclusion dans des essais thérapeutiques, tout ceci faisait croître le besoin de cette autonomie. Et alors, ce besoin d'autonomie, il est passé comme ça du corps social à la philosophie politique. Et il a peu à peu abouti à la loi en France de 2002. La loi de 2002, quand on fait de la bioéthique, comme toute loi, elle compte par le message, l'esprit qu'elle a voulu susciter ou transmettre ou imposer. Et il y a dans cette loi deux grands volets, les droits des malades, voilà un fait nouveau. On aurait pu s'exprimer en termes de devoirs des médecins, mais on a préféré partir des droits et lire en face des devoirs. Et puis, donc, cette loi a validé la nécessité du recueil d'un consentement, recueil du consentement auquel devait répondre en face, bien sûr, la nécessité d'une information dont vous connaissez les trois adjectifs qui ont été repris dans l'article 37 du Code de déontologie: information claire, loyale, appropriée. La multiplication des adjectifs est toujours le signe de manifestement de difficultés. Et puis cette loi, en dehors des droits, a instauré le concept de démocratie sanitaire. Ce concept, nous savons combien il s'est ensuite développé. Évidemment, il y avait là une logique absolue sur un plan de la philosophie politique, c'était que les droits de l'homme et du citoyen, actifs depuis 200 ans, n'avaient pas fait mention des citoyens malades. Et cette loi consacrait le besoin exprimé par la société de faire en sorte que les droits du citoyen malade figurent expressément parmi les droits généraux des citoyens, d'où l'introduction d'une démocratie sanitaire où l'on ne vote pas de type consultatif, mais qui a essayé d'introduire cette citoyenneté, et donc dès qu'il y eut les droits, il y eut l'égalité proclamée, l'autonomie. Et puis, bien sûr, en contrepoint de tout cela, nous avons assisté à l'éclosion et à la croissance du mouvement associatif. Association de malades, association des familles de malades. Il faut dire que l'on partait de loin, puisque les travaux qui ont pu être faits sur un plan statistique indiquent qu'en 1961, 2% seulement des cas de cancer étaient révélés, que le diagnostic n'était communiqué que dans 2% des cas. Mais si nous regardons la croissance de la communication du diagnostic, nous arrivons à 96% en 1979, ce qui montre bien entendu que les lois ne font que manifester, que sceller des mouvements qui se dessinent avant elles, puisque à l'aube de la création des structures éthiques pour le continent, pour la France, pour la vieille Europe,
dans les années 80, eh bien déjà, le diagnostic était plus souvent communiqué qu'on ne le pensait. Et c'est ainsi qu'a surgi l'annonce. Quand ce terme a surgi, il est frappant de constater qu'il a construit un dispositif d'annonce. Nous sommes là, semble-t-il, déjà dans une construction plutôt technique qui était censée parcourir la prise en charge du malade. On en détaille d'ailleurs l'organisation technique avec minutie. On l'inscrit en contrepoint des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire, des PPS, des parcours personnalisés de soins. Et puis, on en fait, quel mot aurait été plus fort, la mesure phare du plan cancer. Plan cancer adopté d'ailleurs à la suite des états généraux des malades atteints de cancer, organisés par la Ligue nationale du cancer. On voit donc évidemment toute cette construction que j'ai essayé de décrire à grands traits se mettre en place, avec une ambition considérable qui est celle de faire de ce temps d'annonce un temps de discussion et d'explication sur la maladie et les traitements, qu'on a voulu segmenter, j'allais dire disséquer, organiser, séquencer en temps médical, en temps d'accompagnement soignant. Il faut chercher la nuance ou la distinction, on la comprend. Un temps de soutien avec les renforts de psychologues, kinésithérapeutes, spécialistes de la douleur, un temps même d'articulation avec la médecine de ville. Et puis effectivement, on veut à cette annonce un écrin. Et cet écrin, c'est une consultation. Alors une consultation dédiée, il faut trouver des adjectifs pour la singulariser, un peu plus longue. Et on passe sur les nombreux détails spatio-temporels qui doivent organiser cette consultation, qui manifestement s'inscrit dans le chronos, dans le temps, un endroit calme et accueillant. Le médecin devra débrancher son téléphone, dire à sa secrétaire de ne pas la déranger. Enfin, on peut multiplier les précautions pour confirmer le diagnostic, dit-on, au malade de votre maladie, avec des mots simples. Le médecin répondra ensuite à vos questions au rythme où vous voulez les entendre et vous présentera les traitements envisagés. Il vous informera aussi que votre dossier passera en RCP et on explique avant d'élaborer un PPS, un programme personnalisé de soins. Mais alors, pourquoi le mot annonce inclus dans ce dispositif très construit? Pourquoi ce mot élégant et solennel? Est-ce le mot adéquat? On peut dire d'emblée que le mot d'annonce est une spécificité française. Il est né quelque part dans des hautes sphères, repris en chœur, imposé d'ailleurs sur un plan linguistique. Et à l'heure où nous imitons tant le monde anglo-saxon, à l'heure où nous empruntons sans cesse des anglicismes, le dernier en cette période de confinement étant le click and collect, comme si des mots français n'existaient pas, force est que cette fois, le coche anglo-saxon a été manqué. En effet, si l'on fait une recherche sur un grand moteur de recherche et que l'on écrit announcement et qu'à côté on met des noms de maladies, qu'il s'agisse du cancer, sclérose en plaques, maladie d'Alzheimer, nous constatons d'abord que nous ne tombons sur aucune référence à l'annonce de la maladie par des médecins à des malades. En cherchant bien, on trouve quelques Français égarés qui ont mis announcement, mais aucun anglo-saxon n'emploie ce mot. Et alors,
quand on veut aller un peu plus loin et qu'on met les maladies, nous tombons effectivement sur des annonces, alors des annonces de congrès, des annonces de découvertes scientifiques, des annonces de réunions, et puis, de temps en temps, sur une annonce. Et j'en ai sélectionné deux parce qu'elles m'ont paru exemplaires. La première, c'est l'annonce par Charlton Heston de sa maladie d'Alzheimer en août 2002. Qu'écrit-il? Mes amis, mes médecins m'ont récemment dit, ce n'est pas annoncé, alors c'est le verbe to tell en anglais, told, toujours, que je pourrais avoir un problème neurologique dont les symptômes sont compatibles avec la maladie d'Alzheimer. Je voulais donc vous préparer quelques mots maintenant, car le moment venu, je ne pourrai peut-être pas le faire. J'ai vécu toute ma vie sur scène et sur les écrans avant vous. J'ai trouvé un but et un sens à votre réponse. Pour un acteur, il n'y a pas de plus grande perte que la perte du public. L'annonce est une disposition publique. Et John Heston s'explique, oui, c'est du privé, ce dont il va parler, mais il a un devoir à l'égard du public. Et puis il poursuit, pour l'instant, je ne change rien, j'insisterai sur le travail quand je le pourrai, les médecins insisteront sur le repos quand je devrai. Si vous voyez un peu moins de ressort dans ma démarche, si votre nom ne me saute pas aux lèvres, vous saurez pourquoi. Et si je vous raconte une histoire drôle pour la deuxième fois, riez quand même. Je n'abandonne pas et je ne cède pas. Je crois que je suis toujours le combattant que John Fitzgerald Kennedy et Ronald Reagan ont connu, mais c'est un combat que je dois un jour appeler un match nul. Je dois concilier à parts égales le courage et la reddition. On voit que cette annonce publique redessine la vie d'un homme qui se projette dans un avenir dont il connaît désormais le terme. Et il terminera de manière très émouvante par une citation de La Tempête de Shakespeare, dont la traduction personnelle que je propose est la suivante: nous sommes comme l'étoffe dont sont faits nos rêves, et notre courte vie est couronnée par un sommeil, celui bien sûr de la mort. Charlton Heston mourra quelques mois plus tard, et la deuxième annonce, c'est celle du président Reagan, le 5 novembre 1994, lui aussi. On m'a récemment appris. I have recently been told. Pas annoncé, appris. Lui annonce. Mais c'est lui qui annonce, c'est le malade qui annonce que je suis l'un des millions d'Américains qui seront atteints de la maladie d'Alzheimer. En apprenant cette nouvelle, Nancy et moi avons décidé si en tant que simples citoyens, nous allions garder cette affaire privée ou si nous allions faire connaître cette nouvelle de manière publique. Dans le passé, Nancy a souffert d'un cancer du sein et j'ai été opéré moi aussi du cancer. Nous avons découvert que nos révélations ouvertes nous permettaient de sensibiliser le public. Nous avons été heureux de constater que grâce à cela, beaucoup plus de personnes ont subi des tests, elles ont été traitées à un stade précoce et ont pu reprendre une vie normale. Et il poursuit après quelques autres passages. Pour l'instant, je me sens bien, j'ai l'intention de vivre le reste des années que Dieu me donne sur cette terre en faisant les choses que j'ai toujours faites. Et à la fin, je commence maintenant le voyage qui me conduira au coucher de soleil de ma vie. Je sais que pour l'Amérique, il y aura toujours une aube radieuse devant nous. Je vous remercie, mes amis. On ne peut être, je crois, qu'ému, peut-être bouleversé par les annonces de cette immense vedette qui était Charlton Heston, par ce président des États-Unis sur lequel des propos divers ont été tenus et qui là, dans ce moment de vérité, nous apprend, nous dit ce qu'est une annonce pour le reste du monde que la France. Alors, effectivement, ce mot annonce, pourquoi a-t-il été choisi? C'est vrai que
Le mot annonce veut dire, d'après le Trésor de la langue française, le fait de porter oralement ou par écrit à la connaissance d'un public plus ou moins étendu un événement récemment arrivé ou dont la survenue est imminente. Alors oui, on annonce un événement, un spectacle, mais aussi un message, un enseignement. Le terme a parfois la signification de signe précurseur d'un présage, comme le vent annonce la pluie. Les autres dictionnaires sont tous d'accord pour donner au mot annonce le caractère d'une information adressée à un public. Or, dans ce cas, qui est le public? Pourquoi avoir choisi ce mot? Est-ce pour limiter l'émotion en solennisant le propos, comme aussi pour en faire un acte préparé, étudié, minuté, comme il sied à toute annonce? Est-ce pour limiter la réponse immédiate du patient au strict nécessaire, car l'annonce, au sens habituel du terme, n'appelle pas de réponse? Est-ce pour signifier que l'annonce est une information tenue en règle à un groupe, et dans ce cas, inviter le malade à venir à l'annonce avec son entourage? Il est vrai que les emplois successifs du mot annonce ont fini par la fadir. Si le Robert tient à définir l'annonce comme un avis par lequel on fait savoir quelque chose au public, le petit Larousse admet que l'avis puisse être donné à quelqu'un ou au public. Une annonce pourrait ainsi, marginalement, ne pas être claironnée. Mais l'étymologie apporte une autre surprise. Annonce vient du latin nuntium, ce qui veut dire nouvelle, message. Celui qui annonce est donc un messager. Il est l'intermédiaire de la propagation d'une nouvelle sur laquelle il n'a pas de maîtrise. Ainsi d'ailleurs en est-il de l'ange dans l'annonce faite à Marie. L'annonce est faite par un intermédiaire, comme pour en déposséder le locuteur ou le dédouaner, car la tentation est toujours grande d'assimiler le porteur de la mauvaise nouvelle à la nouvelle elle-même. Dans la Grèce antique, nous savons que ceux qui annonçaient les défaites, et même les défaites au marathon, couraient le danger de mourir et d'être exécutés. Et pourtant, le diagnostic est-il annoncé ou énoncé? L'utilisation du mot annonce n'est-elle liée qu'au hasard de la proximité phonologique entre ces deux termes, ou est-ce plutôt dans le choix de ce terme un acte manqué, dans le sens où, selon Lacan, tout acte manqué est un discours réussi? Car là se situe sans doute le cœur de l'enjeu qui noue la relation entre le malade et le médecin, car dans l'énoncé, le locuteur est en quelque sorte propriétaire et garant de sa parole. Le diagnostic est une parole qui s'énonce plus qu'elle ne s'annonce. Le médecin n'est pas un messager, il est l'interlocuteur du malade, dans une relation que l'on doit certes proclamer partenariale par principe, mais qui se situe en fait plutôt dans le champ du lien, dont la parole atteste entre le médecin et le malade. Cette distinction n'est pas fortuite, car elle oppose le caractère fermé de l'annonce à l'ouverture que crée la parole. Elle contribue peut-être à mieux cerner l'alliance, le lien dont cette parole témoigne, car l'énoncé du diagnostic, to tell, telling, renvoie en fait à des actes de langage qui s'appellent information, déclaration, communication.
dans la fonction pragmatique du discours, c'est-à-dire dans ce qui fait que le discours que nous tenons a ce pouvoir de faire, c'est-à-dire de communiquer, a cette capacité performative, c'est-à-dire de modifier quelque chose chez autrui. Dans la fonction pragmatique du discours, la vérité qu'il s'agissait de dire, rebaptisée aujourd'hui annonce, a des caractères très singuliers. Elle a des caractères très singuliers car, d'abord, quand le malade demande ce qu'il a et que le médecin énonce un diagnostic, est-ce bien ce qu'attend le malade ou n'attend-il pas d'abord un pronostic? Ce qui implique donc que le malade va inférer du diagnostic prononcé un pronostic. La dissymétrie première n'est pas que le rapport quantitatif en termes de connaissances entre celui qui sait et celui qui ignore, entre le malade et le médecin, entre le soignant et le médecin. Elle tient d'abord à la dissymétrie lexicale entre le locuteur et le récepteur. C'est une situation très particulière qui, contrairement à l'exercice normal de la fonction habituelle, de la fonction pragmatique du langage, le ciel est bleu, même avec des histoires différentes, nous sommes capables d'un vrai partage. Dans ce domaine-là, il y a une disjonction inquiétante entre le message émis et le message reçu. Ai-je un cancer? Vous avez un cancer. Ai-je une sclérose en plaques? Vous avez une sclérose en plaques. Est-ce un Alzheimer? Vous avez un Alzheimer, mais nous allons vous expliquer. Le médecin a, lui, sa représentation anatomique, histologique, génétique, pronostique, des mots. Le malade a les siennes, tout autre, bâti par son histoire, bâti par ses lectures, par ses rencontres, par ses expériences familiales, sociales, et par les connotations, c'est-à-dire ces franges émotionnelles des mots qui accompagnent l'histoire de nos expériences. La deuxième grande singularité est que le médecin s'exprime en deuxième personne. Vous avez, vous. Le malade s'exprime en première personne. Comment gommer cette asymétrie constitutionnelle du discours, même en l'appelant partenariat? Le malade, j'ai. Et cette révélation génère une rupture de la dynamique existentielle, une reconfiguration identitaire. Et ceci est d'autant plus vrai. Et là, évidemment, je fais référence, bien sûr, à Paul Ricoeur, que le malade, au moment de cette révélation, passe de manière fulgurante de l'avoir à l'être. De l'avoir à l'être, car de j'ai un cancer devient je suis cancéreux. Voir Solzhenitsyn, le pavillon des cancéreux. J'ai un Parkinson, je suis parkinsonien. J'ai un Alzheimer, je suis Alzheimer. Et d'ailleurs, est-ce que nous n'avons pas trop tendance à qualifier les malades par leur maladie, les diabétiques, les hypertendus? Écoutons les facteurs de risque au Covid. À la Covid veulent des grammairiens impénitents. Et voyons combien nous avons aussi tendance à opérer spontanément cette réduction identitaire de l'être du malade à sa maladie.
La maladie devient, qu'on le veuille ou non, par habitude, un nouvel état civil. Ce bouleversement, cette rupture identitaire de celui qui était et qui devient un cancéreux, un Alzheimer, frappe la personne dans ce que Paul Ricoeur appelait son pouvoir-faire. Oui, nous nous sentons, disait Paul Ricoeur, des êtres de puissance. Nous nous manifestons comme des êtres capables de pouvoir faire, bien sûr, d'aller, de venir, et plus généralement, de faire advenir des événements dans notre environnement physique et social. Et ce pouvoir-faire est aussi un pouvoir-dire dans une histoire, comme dans des projets. En somme, être l'auteur de sa vie, de pouvoir s'imputer la responsabilité d'agir, donc la responsabilité de faire et de dire. La puissance d'agir permet ainsi à l'être humain de se reconnaître dans ce qu'il dit et d'être capable d'imputation, c'est-à-dire d'être responsable et comptable de ses actes, de se sentir responsable et capable de ses actes. Alors, l'annonce d'une maladie, bien sûr, dépossède le malade de ce pouvoir. Le terme d'annonce, par sa solennité, par l'environnement procédural, spatial et temporel qu'on peut lui donner, amplifie et dramatise l'attention, certes louable, accordée à l'autonomie de la personne, cette personne qui va passer du monde ordinaire des vivants au monde des malades. Quand le contenu de l'annonce fait état de données statistiques en termes d'espérance de vie, c'est l'angoisse de mort, le surgissement de la finitude qui s'ajoute à l'affaissement des projets de vie. L'autonomie de la personne malade est un droit légitime, mais il ne faut pas méconnaître son coût émotionnel. Et son coût émotionnel, il tient précisément dans cet affaissement du pouvoir sur soi, du pouvoir-faire. Il est dans la prise de conscience d'un nécessaire lâcher-prise sur sa vie pour ne plus la diriger, mais être réduit à consentir, bien sûr à refuser, mais quel faible choix. Plus choisir réellement, la maladie a imposé son identité, elle a imposé sa loi, et le programme de soins va très légitimement d'ailleurs demander au malade de consentir à ce qu'il n'a jamais choisi, à une maladie qu'il n'a jamais choisie. Il faut avoir conscience, au-delà des procédures que nous voyons décrites dans les recommandations, de ce qui se joue sur un plan humain, émotionnel, éthique, dans ces moments-là. Dans ces moments qui devraient peut-être légitimer une formation particulière à l'écoute, à l'attention à autrui, au décodage émotionnel. Devant ces sujets qui, tout à coup, se voient proposer des projets qui ne sont pas les leurs, mais qu'ils devront de toute façon faire leur. Alors, parlons éventuellement d'annonce, puisque le terme a fait florès, en dépit de son sens. Il se transformera et évoluera sans doute avec l'usage, tant il est vrai, nous disent les linguistes, que les mots n'ont pas de sens, ils n'ont que des emplois. Il se transformera donc avec l'usage, et il faut alors espérer que ce mot échappe
au carcan de son étymologie pour rejoindre ce qu'il n'aurait jamais dû quitter, l'humilité du dire. Cancer, sclérose en plaques, Alzheimer, il ne s'agit pas d'annoncer, mais il s'agit de dire. Il ne s'agit pas d'annoncer, il s'agit de préférer la nuance de l'énoncé à la violence de l'annonce. Il s'agit de dire, de se demander quand le dire, de se demander quoi dire, de se demander comment le dire et à qui le dire. Aux malades, certes, mais aussi à sa famille, à ses proches, lesquels, comment. Les anglo-saxons sont restés paradoxalement très fidèles et nous ne les avons pas imités, je le disais tout à l'heure, à cette manière de poser le problème, tutelle or not tutelle. Et pourtant, les difficultés s'acheminent dans tout cheminement de parole. Car dans ces moments où s'annoncent et s'énoncent les informations qui peuvent bouleverser une vie, qui est l'interlocuteur du malade et de sa famille? Le temps, aujourd'hui, n'est plus celui d'une relation entre le médecin et son malade, entre le malade et son médecin. Les progrès technoscientifiques ont fait éclater la médecine. Et la maladie grave fait entrer le malade dans une nébuleuse où il doit repérer son interlocuteur, mais où la multiplicité des intervenants fait courir le risque de dissonance. En transformant l'énonciation en annonce, on a voulu une parole canalisée, évaluée, contrôlée, alors que la parole se meut avec plus d'aisance quand elle est spontanée, ou plutôt quand elle surgit d'un besoin, d'un désir, sans attendre le lieu réglementé où l'on veut qu'elle se déploie. Certes, ce n'est pas l'intentionnalité du dispositif d'annonce qui est en cause, car sans doute vaut-il mieux que l'absence de parole. Mais en l'encadrant, en l'organisant, en le surorganisant, en le bardant de protocoles et de recos multiples, on peut courir le risque d'en rester à la lettre et de ne plus pénétrer dans la vérité des cœurs et dans la complexité de la parole. On court le risque de préférer une démarche qualiticienne à une démarche éthique. On court le risque d'esquiver la singularité de chaque malade, de chaque contexte familial, de chaque situation. La singularité du malade, on aboutit toujours là, à la personne. C'est le point d'aboutissement de toute démarche éthique. Et en ce temps de Covid, nous le voyons bien, dans les EHPAD, dans les établissements pour handicapés. Toute la doctrine, toutes les recommandations finissent, aboutissent à cette rencontre ultime avec le malade, sa famille. La singularité du malade, faire de l'information un accompagnement, en se mettant dans les pas du malade, en n'allant pas plus loin qu'il ne le souhaite, en respectant les limites qu'il nous assigne, non pas tant parce qu'il ignore totalement le diagnostic, mais parce qu'il ne peut pas l'entendre. La vraie parole, en fait, elle devrait cheminer dans le mi-dire, dans ce que Jacques Lacan appelait le mi-dire, où il s'agit moins, dans la dynamique d'ailleurs de la relation d'aide de Carl Rogers, il s'agit moins de répondre que d'écouter et d'avancer pas à pas. Mais hélas, ce modèle que je viens de dessiner est-il réaliste? Ce modèle d'une relation de parole authentique,
n'est-il pas aujourd'hui dépassé, voire angélique? La médecine moderne a, qu'on le veuille ou non, généré de nouvelles exigences, plus puissantes, plus techniques, avec en particulier en cancérologie cette approche dite personnalisée qui ne vise en fait qu'une stratification biologique, avec ses traitements de plus en plus lourds, avec ses comptes rendus d'examens paracliniques qui cheminent d'ordinateur en ordinateur et que le malade intercepte. Cette médecine a été contrainte d'optimiser, hélas, au sens managérial, la relation de parole par des procédures nécessaires pour que le malade puisse donner son consentement au parcours de soins qui lui est proposé. Descartes disait jadis les actions de la vie ne souffrent aucun délai. Aujourd'hui, ce sont les actions de soins, les examens complémentaires passés devant la RCP qui ne souffrent aucun délai. Et alors, comment éviter la violence? Comment faire? Car il faut que le malade soit soigné. Le dispositif d'annonce est le sésame qui permet le déploiement de la décision médicale et ouvre à un accord, plus sans doute qu'à une alliance, avec le malade et avec ses proches. Ce constat réaliste et résigné ne doit pas, bien sûr, nous rendre ni sourds ni aveugles aux enjeux qui se nouent et que j'ai esquissés à grands traits. Il est dans la logique utilitariste du plus grand bien possible pour le plus grand nombre possible de malades. Mais le bien visé désigne quoi? Il désigne le corps biologique plus que la personne. C'est vrai que le corps biologique est le support de la personne. Il vise la maladie plus que le malade. Dès lors, si cette annonce est incontournable dans une médecine qui se veut techniquement performative, c'est-à-dire être efficace, produire des effets, quelle serait la ligne de crête éthique? Induire un questionnement, oui, un discernement, prendre conscience seulement d'une insatisfaction. La bonne conscience, l'obéissance légitime aux recommandations, l'information sous forme de cases à cocher dans des démarches qualiticiennes, tout cela peut endormir l'angoisse éthique. On ne peut pas croire néanmoins, sauf nécessité pédagogique, qu'il doit y avoir dans le dispositif d'annonce ces temps séquencés, un temps médical, un temps d'accompagnement, un temps de soutien. La composante éthique, le compromis éthique, impose de ne pas renoncer à la relation de parole qui doit accompagner le malade, portée par un interlocuteur privilégié, en contrepoint de l'annonce, avec l'annonce, après, avant, peu importe, qui soit à son écoute, un cheminement, un parcours dans la connaissance d'autrui, dans la quête d'une vérité, une vérité qui mêle seulement de la souffrance, de l'espérance, de l'angoisse. Car si une vérité existe, elle n'est pas dans son contenu, elle n'est que dans l'authenticité d'une relation humaine et nullement dans son contenu conceptuel, car c'est toujours l'ombre portée d'un diagnostic éprouvant, d'un pronostic inquiétant, d'un temps compté, qui font naître ces étapes qu'Elisabeth Kubler-Ross appelait la sidération et non pas l'indifférence du malade, la révolte et non pas l'agressivité, les ultimes requêtes et non pas les caprices. Et arrivé presque au terme de ces quelques propos, il me revient à la mémoire, parce que l'éthique revient toujours au singulier, cette dame atteinte d'un cancer métastatique avec paraplégie qui m'arrêta lors d'une visite un dimanche de novembre pour me dire « Docteur, je vais marier ma fille au mois de mars
pensez-vous que c'est une bonne idée avec mon cancer? J'ai compris alors que l'annonce d'une maladie grave un an plus tôt et qui avait été vécue comme un verdict ne pouvait se satisfaire des seuls RCP et des PSP. On touchait là tout à coup à la réalité d'une vie, à ce moment choisi où il faut s'arrêter, où il faut écouter, où il faut parler, parce qu'il restait encore tant de choses à dire, à entendre, à vivre. On sent alors avec force qu'au-delà de la rationalité, de l'autonomie, du consentement, il demeure cette dimension émotionnelle de la vie, celle précisément qui donne envie de persévérer dans son être, comme l'écrivait si bien Spinoza, et qui doit transformer l'annonce, quand elle existe, en une rencontre, ou qui doit ajouter au dispositif d'annonce une rencontre qui, elle, progresse et ne s'éteint pas dans ce bureau, pas seulement dans ce lieu, pas avec le téléphone décroché, pas avec cet artifice de dramatisation qui a sans doute un vrai sens symbolique, mais qu'il faut prendre dans son vrai sens et non pas dans son sens métonymique, c'est-à-dire immanent. Et c'est ainsi que la médecine pourra sans doute renouer avec le principe de bienfaisance. Elle était partie de là. Non pas une bienfaisance paternaliste, mais cette bienfaisance revisitée, qui, grâce sans doute à l'autonomie et portée par elle, peut aujourd'hui s'inscrire dans l'horizontalité d'une relation fraternelle. C'est la nouvelle bienfaisance qu'il nous faut découvrir, la bienfaisance fraternelle, la bienfaisance horizontale, celle qui est mue, portée par ce que Cicéron déjà et Maine de Biran, trop peu lu, peut-être le Kant français, appelé la caritas humani generis, la tendresse que nous devons avoir les uns pour les autres, et qui est cette capacité à nous inquiéter pour eux, et qui est cette capacité à ne pas être satisfait de ce que nous faisons, car c'est cette angoisse éthique qui permet de porter attention de manière incessante à l'autre. Oui, bien sûr, j'ai bien conscience de l'incomplétude de ces propos. Ils ne vous ont livré aucune recette. Peut-être vous tourmenteront-ils plus qu'ils vous aideront. Mais je pense profondément que le tourment est l'antichambre de l'éthique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Gilles, pour cette belle conférence, j'allais dire, comme d'habitude. Et vous avez fini en replaçant, en terminant, en utilisant le mot d'émotion. Et je pense que c'est quand même le terme absolument fondamental, parce que l'émotion et la reconnaissance de cette émotion chez l'autre, ce qu'on a pu appeler la théorie de l'esprit, c'est finalement ce qui fait de nous des hommes. Nous ne sommes pas des êtres rationnels, et fort heureusement. Et notre cerveau des émotions, notre cerveau social gouverne notre cerveau cognitif, sans rentrer dans les détails de l'anatomie. Alors c'est l'émotion qui est à la base de l'empathie, et sans empathie, la cognition, me semble-t-il, s'appauvrit. Voilà. Alors je ne vais peut-être pas monopoliser la parole, parce que je pense qu'il doit y avoir un certain nombre de questions. Étienne? Oui, on peut tout à fait embrayer avec la question de Bruno Hella, puisque c'est très bien, on finit sur cette touche d'émotion. Et donc, Bruno Hella pose la question suivante. Est-ce que vous pensez
que la distance entre le médecin qui annonce la maladie et le patient qui souffre sans savoir de quoi, donc dans le cadre de cette dissymétrie lexicale, est-ce que c'est dû à une absence de communication émotionnelle de la part de celui qui annonce avec le souffrant? Et donc il va plus loin en disant, est-ce que c'est une forme de protection de la part des médecins ou est-ce que c'est plutôt une lacune professionnelle sur le plan éthique? Et donc j'ai trouvé cette question particulièrement pertinente. Et donc je voulais la partager avec vous, Monsieur Gilles, pour avoir votre avis là-dessus. Oui, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un déficit et encore moins d'une faute. L'éthique ne peut pas être une instance de jugement des personnes. Je pense que tout le monde fait du mieux possible. Mais évidemment, ce que on peut percevoir, c'est le nécessaire accès à la dimension éthique. Aujourd'hui encore, on ne sait pas très bien, on ne sent pas toujours très bien ce que l'éthique peut apporter. On la confond avec un catalogue de bonnes intentions. On la confond avec des démarches qualité. On la confond avec l'obéissance à des recommandations. Tout cela est éthique, mais tout cela n'est pas éthique. Au fond, l'éthique, c'est simplement le besoin qu'il faut éveiller de se remettre en question, de problématiser ce qui se passe. Mais la problématisation de ce qui se passe, elle n'est pas innée, elle n'est pas infuse. Ce n'est pas les études de médecine seules qui peuvent nous y préparer, peut-être plus les études infirmières, car on y accorde plus de temps. Mais il faut travailler à problématiser, à discerner qu'est-ce qui se joue dans cette situation. Au fond, voilà, il faut apprendre cette inquiétude, cette angoisse éthique dont on parle beaucoup actuellement et qui est essentielle, et cheminer vers une formation. On le voit d'ailleurs dans ce temps de Covid, qui recourt à l'éthique? On peut penser que l'organisation suffit, mais les problèmes derrière, les souffrances, dans ces périodes intenses où tu es sidéré, où les malades sont sidérés, les familles le sont, les familles qui perdent leurs proches, eh bien oui, l'éthique, c'est ce tourment en quelque sorte. C'est, aurait dit Ricoeur, ce sentiment vif d'exister, une espèce de douleur qu'il faut laisser se faire mordre pour travailler et pour dire voilà comment faire. Donc, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait de faute, mais il y a sans doute un travail à faire pour faire entrer l'éthique dans la pratique, pour faire en sorte que nos pratiques ne soient pas des pratiques décérébrées. Et je suis confus de la force du mot, c'est-à-dire des pratiques qui appliquent. Non, nous devons penser nos pratiques. On a pu entendre dire la réflexion éthique, il lui faut du temps, mais pas du tout. Si la réflexion éthique est une méditation solitaire, elle ne sert à rien. La méditation éthique n'a de sens que si elle est capable de s'immerger dans l'action immédiatement. Dire, c'est faire. Faire, c'est dire. Et parler, c'est agir. Et penser, c'est agir. Penser nos pratiques. Je crois que c'est le cœur. Et c'est cet exercice-là qu'il faut apprendre. Mais c'est ce besoin aussi qu'il faut faire naître. Peut-être que les bons arguments n'ont pas été employés. Penser les pratiques. Merci pour cet éclairage. Ça fait écho à pas mal à mon avis, à beaucoup de personnes. Vous avez terminé votre conférence sur la fraternité nécessaire entre un médecin et son patient, plus que évidemment le paternalisme. Et donc, dans cette fraternité, il y a évidemment de l'émotion. On mélange souvent ça avec aussi de l'empathie ou un excès d'empathie. Et donc, vous parlez très bien d'une compétence qu'on a définie maintenant, qui est vraiment la professionnalisation ou le professionnalisme d'un professionnel de santé qui doit garder une certaine distance, on va dire quand même émotionnelle avec son patient pour pas non plus basculer dans la catharsis et d'autres choses comme ça. Et
Et en termes de, quel est votre point de vue là-dessus? C'est pas une recette, c'est plutôt quelle approche, effectivement, pour rester dans la fraternité, vous pourriez nous donner? Oui, je crois qu'il ne faut pas se méprendre. L'empathie, c'est très exigeant et l'empathie n'est pas la contagion émotionnelle. La contagion émotionnelle, c'est celle des premiers instants de la vie, mais ce n'est pas la contagion émotionnelle. Et quand on parle de distance, la bonne distance, la juste distance, n'exclut pas l'empathie. Alors, en deux mots, nos capacités empathiques sont diverses. Nous naissons avec des dispositions empathiques variables. Et d'ailleurs, la pratique des échelles d'empathie le montre bien. Mais si le mot fraternité est employé, c'est parce que nous voulons croire qu'il est possible d'accéder à une éducation empathique. L'éducation empathique, c'est déjà à l'école, ce qu'avant on appelait l'éducation civique et morale, mais c'est aussi pour les futurs médecins, pour les futurs soignants, les mettre sur la voie de la considération apportée à l'autre. Albert Camus parlait d'une éthique de la compréhension dans la peste. Et c'est cela qu'il faut promouvoir. Mais alors, comment? De manière brève, l'empathie a deux versants. Il y a une empathie émotionnelle. Mais cette empathie émotionnelle, elle doit dessiner notre capacité à ressentir ce que ressent autrui tout en restant soi. Sinon, c'est de la vague sympathie. Sinon, ce sont des vibrations excessives. L'empathie émotionnelle réclame la persistance du clivage, de la distinction entre soi et autrui. Et cette empathie émotionnelle qui nous permet, parce que nous sommes nous, de ressentir ce que ressent autrui, cette empathie émotionnelle, elle a comme complément une empathie cognitive. Et l'empathie cognitive, c'est cette capacité que nous devons construire et perfectionner de prendre la perspective de l'autre. Il pense ça, je vais me mettre à sa place. Se mettre à la place du malade, en restant à la bonne distance. Et du coup, mieux partager ce qu'il ressent. Les anglo-saxons disent en prenant sa perspective. En français, c'est un peu inélégant, mais voilà, prendre la perspective d'autrui. C'est tout cela que réclame le travail empathique. Et il est éthique, et il est un des piliers de l'éthique dans ce grand mouvement de réflexion qui distingue deux grands moteurs à l'éthique. Un moteur rationnel, c'est Kant, le sens du devoir, mais l'autre qu'on a appelé la morale du sentiment, la morale du sens moral, et qui est mue en fait par l'empathie, qui ouvre à la sollicitude, bien entendu. Voilà simplement ce que je voudrais dire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Non, pas question de s'immerger dans l'émotion, mais en tenir compte, bien sûr, en tenir compte dans une vraie réflexion sur l'empathie. Et c'est elle qui est un des porteurs de la position éthique, qui n'est pas de la posture, du mouvement éthique vers autrui. Alors, justement, vous l'avez très bien dit, nous ne sommes pas tous égaux face à l'empathie. On a des capacités différentes d'un individu à l'autre. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas urgence pour introduire dans le cadre des études médicales non seulement des enseignements de bioéthique, ça existe déjà plus ou moins, mais également des enseignements qui toucheraient de façon plus large aux aspects fondamentaux de la nature humaine, les relations médecin-malade et puis du métier de médecin, tout simplement, qui passe aussi quelque part par l'émotion à un moment donné. Et ça, je crois qu'on est au tout début. C'est ce que disait aussi le docteur Valette dans son commentaire, effectivement. Dès lors qu'il faut réfléchir dans les facultés de médecine à instaurer cet enseignement de l'éthique, de la relation, de remettre l'humain un peu plus au centre. Et vous le disiez, Monsieur Gilles, effectivement, c'est valable un peu plus dans les études infirmières. Il y a beaucoup de jeux de rôle relationnels depuis très longtemps. La médecine se met un peu à la simulation en santé pour justement reproduire des situations comme ça et commencer à former, c'est évidemment imparfait, mais à former au moins
certaines situations communes et travailler ce sens éthique, cette angoisse éthique chez les apprenants, quoi, chez les internes, chez les externes, qui est quelque chose de fondamental. Évidemment, on le fait en stage, hein. Tout dépendra évidemment de l'encadrement, mais c'est en se confrontant dans le vif du sujet avec les patients qu'on se forme à ça. Quel est votre sentiment sur ce point? Vous m'interrogez. Oui, je crois effectivement que il faut un enseignement intégré. Comment peut-on fréquenter l'hôpital très jeune, être confronté à la maladie, à la mort, être confronté aussi parfois à des formes de déchéance qu'on peut vivre comme telles, sans préparation. Quand vous pensez que pendant des années, il y a eu ce sinistre numerus clausus, avec ses épreuves anonymes, qu'ensuite, toutes les études médicales, et c'était ma grande souffrance quand j'ai été doyen, c'était de préparer aux épreuves classantes nationales, pas à la médecine, à répondre aux épreuves classantes nationales. Mais enfin, tout cela était insupportable. Et ce qu'il faut retrouver, c'est bien sûr une médecine scientifique. Nous l'avons, mais à côté de laquelle il faut que, plus que jamais, la médecine de relation s'impose, existe. Et ce n'est pas en projetant les étudiants seulement dans les services hospitaliers qu'on peut les initier. Comment métabolisent-ils leur angoisse, leur vision de l'autre? On peut comprendre qu'ils se construisent là, sur un plan psychologique, des conduites de défense qui peuvent être étranges. Je dirais différemment des stages des étudiants dans les cabinets des médecins généralistes. Ça a été un vrai progrès, parce qu'ils sont confrontés à un exercice, à un dialogue permanent. C'est tout cela qu'il faut préparer. Et bien sûr, l'enseignement de la bioéthique, ça n'est pas que la théorisation de la bioéthique, c'est le savoir-être du médecin, ce que nos anciens appelaient déjà comme cela, et ça touche bien sûr à la manière de dire, de faire, de se comporter. Que répond-on à une question? Souvent, dans des exercices d'éthique, je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure. Que fallait-il répondre à cette malade? Pourrais-je marier ma fille? Voilà. Est-ce que nous sommes prêts à répondre à cette question? Et si nous nous sentons en difficulté, c'est que vraiment, il y a un besoin. Nous avons besoin d'une formation à l'écoute et au dialogue avec le malade. Voilà, il y a des principes simples, des avancées simples qui paraissent évidentes quand on a vécu une certaine période, qu'on a suivi un certain cursus, notamment en neuropsy, mais c'est vrai que c'est vraiment essentiel pour donner aux médecins l'envie de discerner, l'envie de problématiser, l'envie de penser ses pratiques. Et c'est tout simplement ça, l'éthique. Tu avais d'autres questions, Étienne? Merci beaucoup pour ces réponses qui sont très fortes. Le docteur Valette, effectivement, dit qu'il est dommage d'attendre le 3e cycle des études médicales pour apprendre à soigner des malades et non des maladies. Donc ça, c'est tout le rôle de l'externat qu'il faut peut-être aussi également un peu repenser. Il va être repensé à la faveur de la réforme du 2e cycle, hein, puisque l'épreuve de connaissance va arriver plus tôt et la 6e année va être très dévouée, elle va être entièrement intégrée dans un cursus quasiment de pré-internat avec des étudiants qui seront essentiellement en stage. Donc, certes, ça arrive en 6e année et bon, c'est un problème plus général de supervision précoce de ces étudiants en médecine. Oui, mais même pendant l'internat, à aucun moment on propose aux étudiants, enfin aux internes, qui ne sont plus des étudiants, cette réflexion éthique-là. Et cette dimension relationnelle basée quand même sur l'émotion, ça c'est totalement absent de la formation des jeunes médecins.
dans la formation de la compétence de professionnel. Oui, je pense que ça, c'est quelque chose. On est très axé sur la dimension technique, hein, qui est fondamentale, on est tous d'accord là-dessus, mais ça ne suffit pas pour aborder tout à fait. Un patient dans sa dimension relationnelle et humaine. On a une remarque effectivement sur la complexification à venir, en plus avec la numérisation, le numérique dans la santé. Il va falloir savoir utiliser à bon escient et correctement pour cela. Une question de Claude Meunier. Ne faudrait-il pas aussi former les patients dans cette situation-là? On parle de la formation des membres de l'équipe médicale, c'est essentiel, mais comment associer le patient et sa difficulté à s'approcher de ses sentiments et accepter de prendre sa part dans cette relation? Ne faudrait-il donc pas aussi former les patients? C'est une question intéressante parce que volontairement un peu piquante, un peu provocatrice. Quel est votre avis là-dessus? Oui, c'est une question intéressante et le hasard a fait qu'il y a quelques jours, je participais en visioconférence à un colloque régional sur l'éducation thérapeutique des malades en oncologie. Et nous sommes là, en fait, tout à fait au cœur du sujet. Les oncologues de la Nouvelle-Aquitaine voulaient réfléchir à l'influence du Covid sur l'éducation thérapeutique et au-delà de repenser ce concept d'éducation thérapeutique. Les médecins de rééducation fonctionnelle aussi, qui évidemment fréquentent leurs malades longtemps, sont entrés dans ces démarches. Sans parler de la nouveauté des patients experts, mais je ne m'étendrai pas là-dessus, pour juste pointer que l'éducation thérapeutique des patients, peut-être faudrait-il commencer d'abord, enfin bon, c'est une bonne chose, mais réfléchissons de manière un peu plus large sur un plan conceptuel sur l'éducation à la santé. L'éducation à la santé est le premier pas, semble-t-il, qui améliorera la manière de dispenser l'éducation thérapeutique. C'est un sujet sensible, puisque, bien sûr, ça touche à l'autonomie. Souvent, l'éducation à la santé est faite de prescriptions négatives. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ça rappelle cette vieille histoire. Comment faut-il pour que je vive plus longtemps? Alors, il ne faut pas boire, il ne faut pas, etc. On décline, il ne faut pas beaucoup manger. Est-ce que ma vie sera plus longue, docteur? Je ne sais pas, mais sans doute elle vous paraîtra plus longue. Voilà. Donc, il y a cette opposition déjà à la base qui nécessite cette éducation. Le mot éducation est fort, puisque exducere, c'est sortir quelqu'un de lui-même. Bon. Donc, oui, il faut préparer déjà les citoyens à ce principe de réalité. Les discours sur la vaccination, par exemple, enfin, on peut les multiplier. Voilà, principe de réalité, principe de plaisir immédiat. Voilà, je rejoins Bruno Bettelheim. Voilà, est-ce qu'il faut se satisfaire? Est-ce qu'il faut attendre pour de plus grands biens? Et ensuite, l'éducation thérapeutique. Alors, l'éducation thérapeutique, elle ne va pas, bien sûr, à tout le monde. Elle se heurte au principe d'autonomie. Elle peut se heurter aussi au principe d'une bienfaisance que j'appelle une bienfaisance normative, c'est-à-dire imposer nos propres normes pour faire du bien à quelqu'un sans pénétrer dans ses besoins. Mais enfin, c'est un pas qui aujourd'hui est en route. Et je sais que les médecins qui aujourd'hui s'occupent d'éducation thérapeutique sont tout à fait préoccupés de ces conséquences éthiques. La preuve, c'est qu'ils font participer des personnes qui s'intéressent à la bioéthique à ce sujet. Mais il y a aussi un autre mouvement dans le mouvement associatif qu'il ne faut pas méconnaître et qui prépare déjà ce que vous avez dit. C'est par exemple, je pense à France Alzheimer, mais je pourrais sans doute penser à d'autres associations, la formation des bénévoles.
la formation des aidants. Et puis, du coup, effectivement, aussi, les rencontres avec les malades. Il y a évidemment là toute une complémentarité à établir, parce que ce qu'il y a de vrai dans votre question, au sens de sa motivation, pas dans la réponse qu'on peut apporter, c'est compliqué, c'est qu'il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, et nous le savons, la puissance technique de la médecine génère de plus en plus de maladies chroniques. Et que ces maladies chroniques, c'est une nouvelle vie. Je l'ai un peu abordé tout à l'heure à travers l'identité. Je n'ai pas pu, bien sûr, l'approfondir tout à fait. Mais ceci doit faire prendre conscience que la maladie d'une personne est aujourd'hui la maladie d'une famille, d'un cercle, au minimum de la personne et de la personne qui l'accompagne, époux, épouse, conjoint, conjointe, compagnon, compagne. Et qu'évidemment, la maladie irradie dans le cercle social. Voilà effectivement pourquoi il y a une nécessité de faire participer le malade aussi empathiquement au vécu qu'ont les autres de sa propre maladie et aux modifications du parcours de vie imposé à des personnes qui ne sont pas malades, imposé naturellement, j'allais dire, par la personne malade. Par exemple, aujourd'hui, on sait que l'espérance de vie d'une femme qui se consacre à son compagnon atteint d'Alzheimer, cette espérance de vie est souvent diminuée par rapport à celle de la personne qui est aidée en raison de l'épuisement. Donc voilà, il y a effectivement nécessité d'un partage. Il est fondé sur l'empathie, mais il est aussi fondé, bien sûr, sur l'éducation qui doit aller pas à pas, mais qui doit aller dans ce sens-là, puisque on a quitté le cercle de la maladie solitaire. D'ailleurs, quand on lit La mort d'Ivan Illich, qui a pourtant déjà quelques années, on voit bien combien, sauf que l'épouse d'Ivan Illich pouvait fuir et qu'il a eu son valet pour être son accompagnateur et en quelque sorte restaurer une fraternité dans une Russie qui était très verticale, puisqu'il a fait de son serviteur, il en a fait un frère en quelque sorte. Oui. Eh bien, c'est ce travail-là aujourd'hui, bien sûr, qu'il faut opérer et que la médecine va nous imposer. Mais là, tout est à inventer, beaucoup en tout cas sont à inventer, et il y a des expériences qui se font et qu'il faut sans doute encourager. Et je trouve que votre question, elle part d'une prise de conscience qui me paraît tout à fait authentique aujourd'hui. En même temps et à contrario, il me semble que l'aidant ou l'accompagnant peut être aussi un allié du médecin dans cette relation particulièrement difficile. Moi, c'est un petit peu l'expérience que j'en ai, surtout dans le cadre de pathologies chroniques. On s'appuie beaucoup sur l'aidant, d'autant plus qu'il peut exister une altération des fonctions cognitives, donc ça c'est une évidence. Mais il y a une relation tout à fait particulière qui se construit petit à petit dans le cadre de ces maladies chroniques avec l'accompagnant qui est souvent le conjoint en fait en pratique. Tout à fait. Alors j'avais aussi une autre question qui était proposée dans le chat. Souvent, le manque de temps met à mal la communication avec le patient. Comment résoudre ce problème épineux du manque de temps et de la course à l'échalote qui est actuellement en cours dans les structures hospitalières et les structures de soins? Oui, vous savez, vous vous doutez sans doute de ce que je souhaite répondre. Un malade entre dans un service. Bon, il nous inquiète, nous allons le voir une fois, 2 fois, on peut retourner, une demi-heure après, 3 heures après, 4 heures après. Il n'y a aucune visibilité sur cette activité humaine. Nous faisons 2 échographies, 3 scanners, 4 je ne sais quoi, et aussitôt, la T2A enfle. Il faut quitter ce système ou il faut l'amender vite. Et si nous ne mettons plus la relation au centre de la vie de soins, eh bien, nous serons perdus, bien entendu. Comment légitimer
des actions qui ne se voient pas dans le monde d'aujourd'hui, qui ne peuvent pas s'évaluer. On dit même qu'ils ne peuvent pas se valoriser, car il s'agit bien de cela, valoriser ce que l'on fait. Comparons ce qu'est aujourd'hui le financement des hôpitaux avec la T2A, par exemple, et la réalité. La réalité qui est que l'acte humain ne compte pas, alors que c'est l'acte humain qui porte tout le reste. Voilà. On peut trouver même dans les services de psychiatrie des souffrances qui sont liées à ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui fait-on quand on fait de la relation? Est-ce qu'il faut sans doute que fermer des lits seulement, ou est-ce qu'il faut quand même laisser des havres? Est-ce qu'il faut compter? On le voit bien dans nos structures éthiques, et pour la plupart des intervenants des structures éthiques, ils le font bénévolement, mais quand ils sont sur le lieu de travail, eh bien, mis à part les quelques-uns, dont une fraction de temps est reconnue, parce qu'il y a eu quelques structures éthiques de créer, pour la plupart d'entre eux, c'est sur leur temps personnel qui est pris, sur leur temps de repas. Ce n'est pas normal. Comment ne pas accorder une place à la relation dans l'évaluation? Je pense que dans cette époque de la postmodernité, il faut quitter le carcan d'une T2A qui a été un drame, en ce sens qu'elle ne sait pas tenir compte de l'humain. Alors, gardons la technique, nous en avons tant besoin, oh oui, tant besoin, mais que l'appréciation de l'apport de cette technique aille de pair avec l'appréciation de la relation dans l'hôpital, de la relation à l'autre, de trouver des temps de parole, des temps d'échange. Voilà, je crois que c'est un élément essentiel pour l'avenir. Et pour répondre finalement à la question posée, oui, aujourd'hui, nous n'avons pas le temps, parce que ce temps n'existe pas. Il faut que je le vole en quelque sorte, je ne sais à quoi, peut-être au temps personnel, peut-être, voilà, mais il n'existe pas. Vous disiez renouer avec le principe de bienfaisance. Il faut aussi finalement, à vous entendre, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut effectivement intégrer dans nos pratiques, c'est de savoir prendre le temps aussi. Effectivement, ce sera toujours prendre le temps par rapport à quelque chose d'autre. Mais prendre ce temps quand même pour essayer de, au moins au moment de la discussion avec le patient sur son état de santé, sur ce qui va advenir avec ce moment qui est un switch quand même, une modification dans sa personnalité, dans sa vie, savoir prendre le temps de discuter avec lui ou elle pour que les choses se fassent bien et sur de bonnes bases pour la suite. Je crois que ça, c'est un message fort. C'est là où il faut dépasser la consultation d'annonce et ce dispositif, qui est un dispositif technique sans doute nécessaire, mais qui ne doit pas faire croire que là, tout est dit et tout se dit. Voilà. Si on a déjà compris ça dans ce que j'ai essayé de faire passer, c'est un élément important. Et le temps du malade, c'est lui qui doit le choisir. Ce n'est pas le temps du rendez-vous dédié. Et puis, ce temps du rendez-vous dédié, alors soit, c'est le dispositif d'annonce, puisque tel a-t-on choisi de l'appeler. Mais il ne peut pas suffire. Il ne peut pas suffire. Et il faut que persiste un temps à la disposition du malade au moment choisi par lui, et pas à un autre, parce qu'à un autre, il n'aura rien à dire. Et parce que parfois, pour dire quelque chose, il faut rassembler des motivations, se précipiter, oser. Oui, effectivement, il faut prendre son temps et ne pas considérer que nous sommes maîtres du temps alloué à chaque malade. Il faut accepter la surprise. Il faut accepter la propre créativité du malade. En fait, il faut être à l'écoute de ses besoins. Et il me semble que ce premier contact peut et doit passer par le regard.
Savoir regarder un patient dans les yeux, par exemple, c'est-à-dire établir un contact à la fois émotionnel, cognitif, et très souvent, même nous-mêmes qui pouvons avoir des préoccupations empathiques et éthiques, on ne le fait pas toujours. Il faut bien le reconnaître parce qu'on est pressé par le temps, on l'a dit, mais aussi pressé par une dimension technique qui nous parasite dans cette relation avec le mal. Je pense que vraiment le regard est un élément fondamental. Je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Gilles. Ah, je le pense, parce qu'il porte l'empathie. Le regard porte l'empathie. Il porte la relation à l'autre. Et on voit quand l'être humain a cette configuration, cette reconfiguration qu'on appelle la maladie d'Alzheimer, on voit à quel point le regard est capital. Parler à un malade atteint de maladie d'Alzheimer de côté et lui parler de face change tout. Le regard porte la relation empathique. Évidemment, ce regard, vous savez, c'est à l'étymologie du mot respect. Le mot respect, souvent je demande que veut dire le respect de la dignité de la personne humaine. On est très étonné que tout le monde s'accorde parce qu'on ne comprend pas grand-chose à tous ces mots. Et on est toujours d'autant plus d'accord qu'on ne comprend pas grand-chose. Voilà. Ça, c'est le côté un peu badin. Mais le respect vient du latin respicio. Et respicio veut dire en latin regarder, mais regarder d'une certaine manière. C'est-à-dire regarder en tournant la tête vers quelqu'un. Je marche, je vois quelqu'un, je me tourne vers lui, je le regarde et je lui parle. Et c'est lui qui fonde cette considération à l'égard d'autrui. Le respect, ce n'est pas se prosterner et baiser les babouches. Le respect, c'est poser son regard sur autrui, mais arrêter sa course pour lui. Et le regard signifie cet arrêt que je donne à ma vie pour la consacrer quelques instants à l'autre, pendant que l'autre va aussi me consacrer la sienne. Voilà l'étymologie du respect. Et on est donc là dans la vérité de ce que vous dites, Pierre. Effectivement, le regard manifeste l'attention, l'altérité, le vrai sens en fait du mot respect, même si ce sens a beaucoup été oublié. Tout à fait, ça fait partie du bagage non-verbal et paraverbal finalement de l'annonce et de la communication avec le patient. On a une remarque aussi dans le chat, il faut savoir tenir compte des messages non-verbaux émis par le patient. Donc il faut apprendre aussi à lire ces messages non-verbaux et ces messages paraverbaux dans la communication avec le patient, surtout à ce moment précis qui va être le moment d'annonce, d'information, de communication. Donc, comment former les professionnels de santé à ça? C'est une vraie question. Oui, mais je crois que, alors là, je ne voudrais pas faire comme Montesquieu, prêcher pour son couvent, mais enfin, bon, je ne pense pas que Pierre me contredira sur ce sujet. Il faut apprendre les outils d'humanisation que nous possédons. Je veux dire par là que notre cerveau a des outils d'humanisation. On ne naît pas humain, on le devient. On le devient en perfectionnant ces outils et en prenant conscience de ces outils. On a parlé du regard tout à l'heure, mais quand nous sommes en face de quelqu'un, d'abord nous reconnaissons son visage, bien sûr, voilà. Son visage nous dit quelque chose, c'est la familiarité. Ensuite, nous décodons ce que le masque ne permet plus de faire, ses émotions fondamentales. Mais tout ça, on le fait sur le malade quand on le voit, c'est-à-dire la peur, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, il y en a 6 à peu près, quoi. Bon. Mais au-delà, le regard, ce qui ne nous reste plus aujourd'hui avec le masque, c'est le regard. Or, le regard, je vous invite à passer ce test sur Internet, lire l'état d'esprit ou lire l'esprit dans les yeux, ce que nous appelons en neuropsychologie le test de Baron Cohen. C'est-à-dire que le regard d'autrui nous
décodons des émotions fines, construites. Il est préoccupé, il est inquiet, il est un peu agacé. Et alors nous le faisons inconsciemment, sans avoir conscience que nous le faisons et que nous avons les outils pour cela. Et je crois qu'effectivement, le non-verbal est capital, parce que, bien sûr, il fait partie intégrante de la communication, de ce qu'on appelle la fonction pragmatique du langage. La fonction pragmatique du langage, c'est la parole, le discours, c'est aussi le silence, les silences, les tours de parole, la manière dont on laisse parler l'autre, mais c'est aussi la posture du corps générale, la manière dont on est loin ou près, et le regard qu'on pose sur l'autre, et tout ce travail de décodage qui est fait. Et je pense que quand on en prend conscience, effectivement, eh bien, on a les outils pour perfectionner. Ceux qui feront le test sur Internet verront que c'est difficile, on est un peu angoissé. On a 4 épreuves à choisir. Combien de fois l'avons-nous fait passer à nos malades, et on l'a passé soi-même, bien sûr, quand on fait de la neuropsycho, eh bien, c'est vrai qu'on est un peu angoissé. Qu'est-ce que je vais choisir? Eh bien, c'est tout ce travail que nous faisons d'émotions construites, qui ne sont pas les émotions innées pour lesquelles nous sommes préprogrammés et qui sont ce travail d'humanisation. Eh bien, oui, je pense qu'il faut prendre conscience de ces outils. Et je pense qu'aujourd'hui, la neuropsychologie, les neurosciences ont beaucoup à dire et à bâtir autour de l'éthique, dans la mesure où elle s'intéresse au cerveau, et que le cerveau de l'homme, c'est l'interface obligée entre l'intériorité du monde et l'extériorité, entre l'intériorité du soi, pardon, et l'extériorité du monde. Et donc, et entre soi et soi aussi. Et donc, je crois qu'effectivement, oui, dans une formation, on peut se dire et on peut aussi j'allais dire, se grandir en percevant les outils dont parfois dont nous usons sans en prendre conscience. Or, la prise de conscience est importante précisément pour les affiner. J'aimerais revenir juste sur une notion qui est celle de temporalité que vous avez abordée. Je fais référence par là à cette notion de la vérité à tout prix. Il faut dire la vérité aux malades. Vous l'avez très bien dit, les malades n'ont pas forcément besoin d'entendre la vérité, en tout cas pas annoncée de façon brutale. Il faut respecter leurs désirs, mais il faut savoir aussi peut-être introduire une progressivité, parce qu'il y a un phénomène d'accoutumance à un diagnostic, et j'ai souvent été frappé par la brutalité de certains confrères, que moi je trouvais inadmissible, bien sûr, dans cette velléité absolue de donner un diagnostic de façon brutale, et ce qui crée des drames humains, des drames familiaux, en fait, qui sont difficilement gérables. Donc c'est bien sûr une ignorance complète de la nature émotionnelle de l'homme. Et c'est aussi une façon de se protéger. Je pense que c'est une forme de lâcheté, pour moi, puisqu'on se débarrasse finalement du problème en délivrant le diagnostic. Et puis après, le malade se débrouille avec. Et donc, je pense que ça, il y a un travail, une réflexion à faire de ce côté-là. Je sais très bien que vous le faites depuis très longtemps, mais c'est un savoir-faire qui n'est pas toujours partagé, me semble-t-il. Oui, vous avez raison, Pierre. C'est ce que j'ai essayé d'appeler tout à l'heure le mi-dire. De ne pas aller plus loin que ce que le malade veut, eh bien ça s'apprend dans la relation d'aide, effectivement, on reformule. Et je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez une maladie inflammatoire du système nerveux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Déjà, oui. Comment ça va? Eh bien, vous savez, vous pouvez faire des poussées. Mais, tout de suite, ben non, on ne sait pas, mais vous savez, bon, alors on parle. Mais alors, pourquoi? Eh bien, vous savez, il y a de la myéline. Alors, on explique. Et puis, à un moment, le malade s'arrête. On n'a pas dit le mot sclérose en plaques. On croit que le malade n'a pas compris. Absolument pas. C'est peut-être que le malade n'a pas voulu entendre le mot, mais du moment qu'il a été satisfait et du moment qu'il n'y a pas d'option thérapeutique majeure à choisir tout de suite, on en revient à l'annonce. Mais là, qu'on est dans une temporalité qui peut s'étirer. Quand le malade n'a plus besoin, il ne faut pas aller plus loin. Et il y a toujours quelque chose qui m'a frappé. C'est que les malades, même instruits de leur diagnostic, n'emploient pas volontiers le mot. Et je me souviens, par exemple, de malades
à qui je ne me souvenais pas avoir dit le mot sclérose en plaques, et qui, 2 ans plus tard, m'ont dit, ben, vous voyez, ma sclérose en plaques n'est pas aussi méchante que je l'avais craint. Il avait compris, mais il avait compris aussi que j'avais été au bout du possible et je m'étais arrêté là où le malade avait voulu. Ne pas mentir, jamais, mais ne pas faire violence au malade. De même, quand le diagnostic porté n'appartient pas au médecin, ni à l'infirmière, ni à l'aide-soignante, il appartient au malade. Donc, dire votre sclérose en plaques va mieux ne me semble pas un propos souhaitable, ou votre cancer va mieux, vous allez mieux, ou votre maladie est maintenant contrôlée. Parce que l'utilisation du mot peut toujours être une blessure. Et on n'a pas à être l'initiative de l'utilisation d'un mot qui est évident. Non, on s'intéresse à la personne malade et on détaille ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire, mais sans besoin de rappeler, de labourer la mémoire du malade, qui a souvent d'ailleurs, évidemment, comme l'équivalent d'un stress post-traumatique, ce mot peut lui faire très mal à chaque fois qu'il revient. Et puis enfin aussi, dans votre proposition de ne pas aller plus loin, bon, c'est vrai qu'il y a le nécessaire respect du déni. Le déni doit être respecté, c'est une évidence. Le déni n'est pas la négation, ce n'est pas que le malade se cache derrière son petit doigt, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, et que s'il est mis en face, eh bien, il va chuter, il va se casser la figure, il ne va pas aller bien du tout. Et il faut respecter ce déni jusqu'au moment où lui le lèvera à un moment donné. Ça, c'est l'idéal, voilà. Que parfois, la consultation d'annonce peut, évidemment, légitimement franchir. Voilà pourquoi après, il faut voir comment aider le malade quand on a besoin de demander un choix sur un traitement capital, sur un traitement très lourd, sur un essai thérapeutique très complexe, etc. etc. Mais voilà, effectivement, c'est ça le sens du MIDIR. Aller avec le malade jusqu'où lui veut aller au moment où il le veut. Ça, c'est l'idéal. L'idéal, disait Kant, est semblable à une étoile. Nous ne pouvons l'atteindre, mais comme les marins, nous établissons notre route d'après elle. Alors voilà, ça peut nous guider. Nous faisons le moins mal possible après. Jamais très bien, mais voilà. L'idéal, c'est d'avoir quelques lignes directrices comme ça. Merci, Monsieur Gilles. J'ai une idée juste. On nous apprend beaucoup plus maintenant à communiquer avec ce qu'on appelle la communication positive et bannir les termes « ne vous inquiétez pas » pour les remplacer par « soyez rassurés ». Et donc, est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que c'est quand même des choses qui ne sont pas évidentes à faire? On se rend compte qu'effectivement, dans le langage courant, on parle énormément par négation. Et que peut-être il y a un travail à faire pour être un peu plus positif aussi sur ces moments d'annonce, sur ces moments de discussion avec les patients. Oui, j'ai peur de ne pas bien répondre à votre question. Vous voulez parler de la temporalité ou du contenu du discours? C'est surtout, voilà, le verbal, là, pour le coup, puisque le non-verbal et le paraverbal, c'est le verbal et de choisir adéquatement ces termes et de remplacer des termes négatifs par des termes positifs lors d'une annonce, lors d'une discussion. Oui. C'est quand même pas chose aisée, puisque dans notre quotidien, on emploie énormément de négation. Voilà, oui. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'en médecine, nous avons toujours tendance à faire des soustractions. Nous comptons en débit. Nous comptons ce que le malade a perdu. On le voit de manière éclatante dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, que certains s'obstinent à appeler démence, comme si on pouvait
perdre l'esprit, ou comme si on pouvait soigner de l'immatériel. Je ne sais pas très bien, mais en tout cas, nous utilisons des termes qui ne désignent souvent l'autre que par ce qui lui manque et moins par ce qui lui reste. Et le discours positif, c'est un peu, un peu ça. La manière d'évaluer, la manière de peser, la manière de donner des symptômes, bien sûr, trop souvent s'enferme dans les soustractions en oubliant de mettre en regard le discours positif. Votre vie vaut quand même la peine d'être vécue parce qu'il vous reste ça, parce que vous pouvez faire ça. Voilà. Je crois que oui, nous avons une tendance trop soustractive. Et c'est vrai que quand on travaille, par exemple, le sujet des émotions dans mes d'Alzheimer, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce qui leur reste et qui est considérable. Voilà. Quand on dit que l'Alzheimer perd la mémoire, alors qu'il lui reste tant de mémoire, notamment la mémoire procédurale, et puis je peux en citer d'autres, eh bien, voilà. Mais comment l'utiliser, comment la mettre en œuvre? C'est ce travail immense qui est toujours à faire en sorte que le malade ne s'enferme pas dans ses pertes pour qu'il puisse continuer son chemin. Alors, je vois simplement une question qui est apparue sur le chat que j'avais manqué, le docteur de Monès. Est-ce que l'angoisse de ne pas établir le bon diagnostic ou de choisir le bon traitement ne sont pas des freins puissants à l'émergence d'une juste empathie? À l'émergence d'une juste empathie. C'est-à-dire la préoccupation des aspects techniques, diagnostiques, opérationnels n'est pas finalement un frein puissant à l'émergence d'une juste empathie. Comment combiner la dimension technique et la dimension émotionnelle de la médecine? Je ne sais pas. Je ne les situerai pas sur le même plan. Il y a une angoisse qui est un moteur et il y a une angoisse qui est paralysante. Sans doute, ce n'est pas la seconde qui est souhaitable. Et si elle existe, elle peut effectivement être un frein. Mais l'angoisse éthique dont je parlais, c'est un affect mobilisateur. Et si le médecin est angoissé à l'idée de faire un mauvais diagnostic, je pourrais dire c'est une angoisse qui m'a toujours habité. Quand on est médecin, on a peur, mais c'est une angoisse, au contraire, il doit stimuler. Si cette angoisse me force eh bien, à relire, à refaire la bibliographie, à interroger des confrères, des amis, des collègues, ben voilà. Je crois que voilà, c'est contenir l'angoisse et en faire un affect positif, mobilisateur. C'est ça l'angoisse dont je parle. Ce n'est pas l'angoisse pathologique. Si elle est pathologique, oui, elle est paralysante, bien sûr. Bien sûr. Une autre question de Anna Schmidt qui pose une question pertinente. Quel est votre point de vue lorsque les patients sont parfois exposés à l'annonce, voire, et c'est ça qui est très intéressant, à l'énumération de toutes les pathologies possibles et graves pouvant correspondre à leur tableau clinique? Ne serait-il pas envisageable que les patients puissent être préservés de ces questionnements à voix haute, que les soignants aient particulièrement ceux en formation délibèrent, voire discutent en aparté? C'est vrai que c'est souvent des choses, et puis même les patients demandent, quoi, docteur, qu'est-ce que j'ai? Alors, vous pouvez voir ça, vous pouvez voir ça, vous pouvez voir ça. C'est difficile de se positionner. Il y a aussi, dans le cadre d'une visite hospitalière, les discussions dans la pathologie à voix haute entre l'enseignant, le sachant et puis les étudiants, devant le malade. Oui. Le danger, c'est de considérer que l'information doit être quantitative et qu'elle doit avoir les canons scientifiques. Alors, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les statistiques, quoi. Il faut se méfier, quoi. Voilà. C'est vrai que on entraîne de lourdes angoisses. Le désir du malade est ailleurs. Alors après, que faut-il lui dire en fonction du projet thérapeutique qu'on a? Ça, c'est ça à discuter, bien sûr. Il est difficile de juger. Mais enfin, il faut se méfier de l'excès. Ça, c'est tout à fait certain. Oui, parce qu'il peut prendre ça comme une rafale d'annonces, quoi, finalement. Voilà, une rafale d'annonces. Je crois que le terme est bon. Très bien. Bon.
J'ai pas d'autres questions sur le chat. Pierre, est-ce que tu en as encore sous le coude? On en a sûrement manqué, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de remarques. Je crois qu'on a fait un panorama assez exhaustif. Oui, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais l'abord du fond était particulièrement intéressant et votre conférence était particulièrement riche. Et donc, juste pour replacer un petit peu le contexte, nous sommes en train de monter une formation à Bordeaux un peu transversale pour les internes en médecine. Donc, votre conférence s'intègre dans cette formation-là, puisque vous nous avez donné l'autorisation de vous enregistrer. Nous discuterons ensemble de comment partager cette vidéo pour que cela soit satisfaisant pour tous. Et donc, il faudra s'inspirer, j'avais vu des remarques aussi dans le chat, sur ce qui se fait évidemment dans les IFSI, hein, où les paramédicaux de longue date travaillent plus cela. La simulation en santé est un outil nouveau qui va nous permettre aussi de former les étudiants en médecine à ça. Et donc, voilà, je vous remercie beaucoup pour le fond Merci à vous. De votre humanité et de tout ce que vous avez distillé comme message fondamentaux ce soir. En tout cas, votre projet à l'égard des internes me paraît un projet important. Mon jeune collègue en psychiatrie a demandé à 2 ou 3 reprises de rencontrer les internes de psychiatrie. Il y a dans la jeunesse beaucoup de réceptivité et je pense que c'est vraiment le moment choisi. Et votre projet de l'étendre à tous les internes, je crois, est un grand projet. Je vous souhaite beaucoup de chance et je trouve votre initiative capitale pour faire advenir une médecine peut-être plus humaine, plus proche encore des malades, car on n'en a jamais fini. Bonsoir à tous et à toutes. Merci encore, monsieur Gilles. Merci. Belle conférence, belles interactions. On aurait envie de vous écouter toute la nuit. C'est sûr. Donc, on va être obligé de vous réinviter très certainement prochainement. Ce sera comme d'habitude avec très grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Merci à votre équipe autour de vous. Pour ce que vous êtes. Et à bientôt. À très bientôt. Merci encore.